Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse de fond. Je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui parce qu'on a un sujet franchement passionnant à décortiquer. Salut Sam. Oui, je suis ravie aussi. C'est un sujet qui a l'air un peu technique au premier abord, mais qui est au final super ancré dans la réalité. Exactement. Et pour ceux qui nous écoutent, notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment on forme les directeurs d'école en Afrique francophone. Et attention, on ne parle pas de les former à être des simples gras de papier, hein. Ah non, pas du tout. On parle de véritables chefs de projet, des leaders communautaires. C'est ça. Et pour comprendre ça, on va plonger dans un document universitaire fascinant. C'est issu du master MEF. Le management des établissements d'enseignement et de formation, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Et plus spécifiquement, on regarde le cours EDU 213, qui porte sur le partenariat en éducation et formation. C'est un module qui est dispensé par Mahamadou Hanche, un doctorant et inspecteur principal à l'ENS Niamey, au Niger. Et ce qui donne vraiment du poids à tout ça, c'est le soutien institutionnel derrière, avec l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, et l'Université Senghor. Absolument, c'est du solide. Alors, ok, analysons ça en détail, parce que le concept de base de notre discussion tourne autour d'un truc qui peut paraître un peu sec, genre l'évaluation de fin de module. Oui, dit comme ça ne fait pas rêver. Bah ouais, mais en fait, ça cache une transformation radicale du métier d'éducateur. Pour comprendre l'importance de ce cours, il faut vraiment regarder comment il se termine. Oui, la façon dont on évalue les étudiants à la fin. Exactement. Le document stipule que dans les systèmes modernes, l'évaluation, c'est plus juste mesurer des connaissances théoriques apprises par cœur. Fini le temps où on récitait un manuel de droit administratif, quoi. Voilà. Aujourd'hui, on veut vérifier si les étudiants peuvent analyser, s'ils peuvent proposer des vraies solutions et surtout s'ils arrivent à mobiliser des compétences professionnelles. Ce qui est fascinant ici, c'est le pourquoi derrière cette méthode. Le texte détaille l'âme en 5 principes fondamentaux pour qu'une évaluation soit efficace. Ouais, les fameux 5 principes. C'est ça. On a d'abord la validité, donc mesurer les bonnes compétences, pas juste la mémoire. Ensuite, la fiabilité, pour avoir des résultats cohérents. Logique, ouais. Ensuite, il y a la transparence, avec des critères clairs dès le départ. Et l'équité, pour que tout le monde ait les mêmes règles. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, la pertinence. La pertinence par rapport au terrain, en fait. Absolument. Le lien direct avec la réalité professionnelle. La façon dont ces critères imitent les exigences du monde du travail. C'est... C'est comme un simulateur de vol, quoi. Pardon. Bah oui, l'analogie du simulateur de vol. Imagine, on n'évalue pas un pilote en lui demandant un examen écrit sur l'aérodynamique, tu vois. Ah oui, je vois très bien. On ne demande pas au futur directeur de réciter une théorie dans son coin, on le place directement aux commandes d'un établissement en difficulté et on regarde s'il se crache ou s'il redresse la barre. C'est une super métaphore. Et c'est exactement ça. On évalue la compétence en pleine action. Du coup, si vue d'évaluation, c'est un simulateur de vol, quels sont les outils sur le tableau de bord? Qu'est-ce que l'étudiant doit maîtriser concrètement? Eh bien, l'arsenal a complètement changé. On n'est plus juste sur des indicateurs de pédagogie pure. Ouais. Le document fait une liste assez vertigineuse d'outils de gestion. On parle de requêtes de financement, de contrats de partenariat, de techniques de plaidoyer. Et les fameux TDR aussi, les termes de référence, sans oublier le projet d'école et le plan d'action. Mais c'est fou, on se croirait dans une agence de développement international, pas dans une école primaire de quartier. Si l'on relie cela à la vision globale, ça prend tout son sens. Dans la bibliographie du cours, on trouve des références majeures, genre l'OCDE ou l'UNESCO, qui parlent des partenariats entre l'école et la communauté. Donc le directeur, il ne peut plus rester dans sa bulle. C'est ça, le modèle de l'école forteresse isolée de l'extérieur, c'est fini. Le directeur moderne, il doit savoir chercher de l'argent, convaincre des partenaires, monter des dossiers. Attends, je vais me faire l'avocat du diable une seconde. Vas-y. Est-ce qu'on n'en demande pas beaucoup trop à un éducateur? Je veux dire, à la base, c'est un prof. On lui demande d'être à la fois un expert pédagogique, un manager financier et presque un directeur d'ONG locale. Et c'est pas la porte ouverte au burn-out, ça? Bah, c'est une vraie préoccupation, c'est sûr. La surcharge de travail des directeurs, c'est un problème mondial. Mais l'approche de l'ENS Niamey, elle part d'un réalisme implacable. C'est-à-dire? En fait, sans ces compétences de plaidoyer, tes projets pédagogiques, ils meurent dans l'œuf. Tu veux faire un potager scolaire pour apprendre les sciences aux enfants. Oui, super idée. Oui, mais si tu ne sais pas convaincre le chef du village de te donner un terrain ou rédiger une requête pour acheter des graines, bah ton projet n'existera jamais. Donc la gestion devient l'outil de survie de la pédagogie, en fait. C'est exactement ça. D'accord. Et c'est là que le cours nous plonge directement dans le vif du sujet avec une étude de cas. C'est la situation problème qui sert d'évaluation finale aux étudiants de ce master. On part pour Maradi. Oui, Maradi, la capitale économique du Niger, c'est un contexte urbain avec des défis énormes.
Et le cas pratique, c'est Sidi. Voilà, Sidi, le pauvre Sidi, nouvellement nommé directeur de l'école primaire de Maradi. Et le décor qui est planté dans le document, il est rude. Ça fait 5 ans que les résultats aux examens sont catastrophiques. C'est la crise totale dans son école. Et face à ça, l'attitude de Sidi, elle est très révélatrice de ce qu'on attend des étudiants. Oui, parce qu'avant même de prendre la moindre décision, Sidi consulte. Il ne s'enferme pas dans son bureau. Il parle aux profs, aux parents. Et au comité de gestion de l'école, oui. C'est la définition même de l'objectif pédagogique de ce cours. On veut encourager la résolution de problèmes par une approche participative. Il cartographie le problème avec la communauté, quoi. Voilà, il co-construit le diagnostic. C'est de l'intelligence stratégique, parce que sans l'adhésion des parents et des profs, n'importe quelle réforme va échouer. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour les étudiants qui passent l'examen. Parce qu'on leur demande pas juste de dire « Oh, Sidi est un bon manager ». Ah non, ce serait trop facile. Le document donne 4 consignes hyper spécifiques à réaliser pour l'examen. D'abord, lister et justifier les étapes d'un projet d'école. Pour voir s'ils ont la bonne logique. Ensuite, identifier la méthodologie et les indicateurs de succès. Savoir comment on va mesurer que ça marche, en fait. Ouais, c'est ça. Et après, boum, on passe à l'étape supérieure. Rédiger une vraie requête de financement pour une salle numérique. Et ça, c'est un exercice redoutable. Demander des ordis, c'est facile, mais il faut penser à l'électricité, à la sécurité, contre le vol, à la poussière. À la maintenance aussi. Et surtout, prouver aux bailleurs de fonds que cet investissement va réellement améliorer le niveau des élèves. C'est de l'ingénierie de projet pur. Et la 4e consigne, c'est pour s'assurer que les profs sauront utiliser ces fameux ordis. L'étudiant doit créer les TDR, les termes de référence, pour former 20 enseignants pendant 3 jours. C'est hyper concret. Un TDR, ça ne pardonne pas. Faut tout prévoir. Le profil du formateur, les horaires, les modules, le lieu. Si tu oublies un détail, ta formation sur le terrain, c'est le chaos. C'est clair. Mais du coup, comment tu fais pour évaluer objectivement des étudiants sur des projets aussi massifs et créatifs? Parce que c'est pas un QCM, là. C'est là que la grille de correction intervient. Elle est détaillée dans le document et franchement, c'est une leçon de pragmatisme. Ouais, j'ai vu, l'évaluation est sur 20 points. 4 fois 5 points pour chaque tâche. Mais les points ne sont pas donnés pour le style littéraire, hein. Ah non, pas du tout. On évalue la logique des étapes, la cohérence et surtout, le texte insiste sur le réalisme du projet pour la salle numérique. C'est-à-dire que si tu proposes d'installer des casques de réalité virtuelle à Maradi, alors qu'il y a des coupures de courant, tu te fais allumer. Bah oui, t'as 0, même si ton dossier est super bien présenté. C'est déconnecté des réalités économiques. Et pour les TDR de la formation, on note la clarté des responsabilités, pour voir si le document est directement utilisable par un formateur externe. C'est ça. Mais cela soulève une question importante qu'on retrouve au point 8 et 9 du texte. Ah, vas-y. Que fait-on des mauvaises notes? Si un étudiant rate sa requête de financement, est-ce que c'est fini pour lui? Dans un système classique, t'as une mauvaise note, tu redoubles ou tu passes à autre chose. Exactement. Mais ici, le texte parle d'exploitation pédagogique des résultats. L'examen évalue l'étudiant, certes, mais il évalue aussi le cours lui-même. Ah ouais, donc si toute la promo se plante sur le budget, le prof se dit « Ok, j'ai mal expliqué cette partie ». C'est tout à fait ça. Ça permet d'ajuster la formation. Et le document détaille des activités complémentaires qui sont fascinantes pour ceux qui doivent s'améliorer. Ouais, des trucs hyper interactifs. Ils font des élaborations de projets pour des écoles fictives. Des séances d'analyse critique et même des simulations de négociation avec des ONG. Ah, le jeu de rôle. J'adore l'idée. T'as un étudiant qui joue le directeur désespéré et un autre qui fait le représentant de l'ONG super strict, qui demande des garanties de visibilité. C'est génial pour développer l'empathie cognitive. Tu dois comprendre les contraintes de la personne en face de toi pour la convaincre. Et le boss final de tout ça, c'est la défense orale devant un jury. Ils doivent défendre leur requête de financement de vive voix. C'est une vraie forge psychologique. Mais c'est clair, ça fait le lien direct avec la psychologie de l'apprentissage. On est sur un système itératif, tu vois. On refuse l'échec définitif. On privilégie l'amélioration continue. Et c'est exactement le type de résilience dont un directeur aura besoin sur le terrain. Ah bah oui. Face à un bailleur de fonds qui te dit non, tu peux pas juste pleurer dans ton bureau. Tu dois revoir ton plaidoyer et y retourner. C'est la réalité du métier. La forme de l'évaluation épouse parfaitement le fond de l'enseignement. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on vient de dire, l'idée maîtresse, c'est que l'évaluation moderne en gestion de l'éducation, elle cherche plus du tout à savoir si tu as mémorisé un manuel. Non, elle cherche à savoir si tu peux bâtir des ponts. Voilà! Des ponts entre une école en difficulté, sa communauté locale et des financeurs extérieurs. Tout ça pour transformer la qualité de l'apprentissage des élèves.
C'est un bouleversement identitaire profond pour les directeurs. Et c'est justement ça qui amène une réflexion finale pour ceux qui nous écoutent, un peu provocatrice peut-être. Je t'écoute. Si la survie et l'amélioration d'une école, aujourd'hui, ça dépend de la capacité de son directeur à formuler des requêtes de financement convaincantes, à négocier des contrats avec des ONG, Ouais. est-ce que l'école publique locale de demain ne risque pas de se transformer en une sorte de micro-entreprise éducative, en bourgeant en service officier C'est une vraie question, ça. Bah oui, une structure qui serait en perpétuelle recherche d'investisseurs pour financer sa mission première. On forme d'excellents pilotes, c'est indéniable, capables de trouver des ressources inespérées. Mais cette course à la rentabilité des projets, est-ce qu'elle ne modifie pas secrètement l'ADN même de l'école, hein? C'est une pensée profonde. Ça donne vraiment matière à réfléchir sur l'avenir de nos systèmes éducatifs. Absolument. On laisse nos auditeurs méditer là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir accompagné pour décortiquer tout ça aujourd'hui. Merci à toi, c'était un vrai plaisir de creuser ce sujet. À très bientôt pour une nouvelle analyse.